Alexandre Beyidi Awala, alias Mangobeti, l'une des étoiles les plus brillantes de la littérature camerounaise, décrit Louis-Paul Ojula comme étant l'homme qui a incarné à la perfection le refus opposé avec une obstination criminelle par la France à tout dialogue avec l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, une obstination criminelle et terroriste du dialogue et qui a débouché au Cameroun à une longue et sanglante guerre de libération. Le docteur Ojula a appliqué au Cameroun avec un sinistre talent une stratégie de gouvernance qui a conduit à la totale monopolisation du pouvoir par une élite servile, idéologiquement et spirituellement castrée, cooptée et endoctrinée, mais aussi préparée pour servir les intérêts de la France au très haut niveau. Et de l'avis d'historiens sérieux, d'analystes éclairés, ce sont bien les hommes se réclamant de l'écurie de Louis-Paul Ojula qui ont introduit au Cameroun des sectes au relent diaboliques et sataniques, la corruption, le népotisme, les promotions canapées et cette forme d'homosexualité d'assujettissement qui continue aujourd'hui encore à briser des hommes, des familles autant qu'à alimenter cette bombe à retardement dont on ne sait quand elle explosera finalement. Ce soir, nous avons donc osé courageusement briser un tabou, lever un voile et parler à haute voix des choses qui se murmurent dans les chaumières. Notre objectif n'est pas d'invectiver ou de causer du tort, ni de produire de la délation, mais au contraire d'apporter dans cette société encore ligotée et enchaînée cette forme de lumière qui participe à la libération de toutes ces chaînes qui justement empêchent le Cameroun d'avancer vers sa véritable destinée. Alors, Cameroun, l'influence de l'ojulatisme, mythe ou réalité, c'est la question principale du débat de ce soir. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Et merci pour la confiance renouvelée. Bienvenue à tous. L'histoire du Cameroun est donc faite de cette page, ou alors de ces nombreuses pages encore sombres et peu éclairées que nous avons choisi à notre niveau et avec les moyens qui sont les nôtres de dépoussiérer et d'illuminer de manière à ce que la conscience collective soit au courant de ce qui doit être su. Zoom sur le 237 est la quotidienne qui, comme vous le savez, de lundi à vendredi entre 20h45 et 22h30, vous propose justement de lire le Cameroun sous toutes ses coutures sur votre chaîne For You Media Africa, la chaîne panafricaniste par excellence. Cette émission refuse complètement d'être une banale émission de débat comme on en voit partout sur les antennes des autres confrères pour qui nous avons cependant tout le respect du Cameroun. Zoom sur le 237 se positionne et revendique justement sa position comme étant un foisonnement de regards lucide sur le Cameroun, un concentré d'analyses pertinentes, profondes et sans concession, mais aussi et surtout un think tank, une université du soir à laquelle il faut absolument être inscrit pour saisir et comprendre toutes les mutations du Cameroun, notre pays. J'accueille à présent le collège d'invités que nous avons justement conviés aux échanges de ce soir. Je vais démarrer comme à peu près tous les soirs par notre consultant permanent. Henri Atangana est en ligne et en direct avec nous depuis la ville de Bruxelles, la capitale européenne. Henri Atangana, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous les co-panélistes et les co-contradicteurs. Bonsoir à toute la famille panafricaniste qui nous suit, les supporters et les détracteurs, bien sûr, qui font partie aussi du panel. Bonsoir à tous ceux qui sont intéressés par nos explications, qui ne sont pas forcément de notre avis, mais qui y trouvent des éléments d'intelligence, quels qu'ils soient.
Encore une fois, merci de m'avoir invité sur Forum Média Africain. C'est nous qui vous remercions pour cette éternelle et légendaire disponibilité. Avec nous également ce soir, il y a Pierre-Paul Moubitan Yandaga. C'est un patriarche africain. Il est guide spirituel dans une autre vie, mais également homme politique. Il est le président de l'URA, l'Union pour le réveil de l'Afrique. Moubitan Yandaga est en direct depuis la petite ville de Ngoro, dans le Mbam, région du centre Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à je voulais dire à ce promoteur, j'ai voulu dire à ce brillantissime promoteur de ce média qui s'efforce de rendre possible la pensée auprès des populations camerounaises et africaines. J'ai appris que ce promoteur est un panafricaniste. Je ne sais pas encore, je n'ai pas toutes les données, mais j'ai appris que c'est un panafricaniste qui tient beaucoup à la souveraineté de l'Afrique et du Cameroun. Si c'est le cas, alors comme on pourrait dire, comme on le dit souvent au Cameroun, nous sommes ensemble. Je salue tous les sympathisants et membres de l'Union pour le réveil de l'Afrique qui de plus en plus participent énormément à ces échanges dans ce média. Merci beaucoup et je pense que nous saurons mériter votre confiance. Le promoteur de ce média que vous évoquez s'appelle Serge Espoir Matomba. C'est un Camerounais qui a à peine franchi la quarantaine et vous pouvez vérifier son panafricanisme au contenu justement qui sont produits dans ce média. Il est également effectivement homme politique et son offre politique est contenue d'ailleurs puisqu'il est candidat à la présidentielle de 2025 dans un ouvrage au programme qui appelle le peuple camerounais à se lever pour sa souveraineté. Je suis pas le mieux indiqué pour en parler et je vais donc donner la parole puisque c'est reconnu comme tel. La vérité est mieux quand elle sort de la bouche du prophète lui-même et je pense que le meilleur porte-parole de Serge Espoir Matomba sur ce plateau n'est personne d'autre que le docteur Emma Jeans qui est militant et cadre du PURS, le peuple uni pour la rénovation sociale donc, qui a investi Serge Espoir Matomba, le promoteur de ce média, comme candidat à l'élection présidentielle. Docteur Emma Jeans, bonsoir. Bonsoir et bonsoir tout le monde, la technique, les milliers de téléspectateurs de For You Media. Nous espérons que nous allons vous satisfaire aujourd'hui, malgré tout. Quand je dis malgré tout, c'est parce que les temps sont très délicats. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Les temps sont très délicats. Il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est peut-être la sagesse du scientifique qui parle à vous. J'ai le plaisir aussi d'accueillir notre quatrième et dernier invité du soir. Lui aussi est un patriarche, grisonnant, enseignant. Il est auteur de 5 ouvrages. Il est surtout cadre et militant de l'Union des populations du Cameroun. Théophile Mbong publie ce magnifique ouvrage que je vous recommande d'ailleurs, dont je vous recommande la lecture. Il est intitulé Contentieux historique Cameroun-France, le caractère conflictuel d'une relation séculaire. C'est aux éditions Menaille Book, justement. Théophile Mbong, bonsoir. Bonsoir. C'est pour moi un plaisir renouvelé de me retrouver ici et surtout la thématique qui me touche particulièrement. J'espère seulement pouvoir être à la hauteur des attentes des téléspectateurs. Je fais un coucou à mes camarades militants de l'UPC pour qui le nom de Joula a un sens. Et ils appellent joulatistes tous ceux qui, abandonnant la lutte, collaborent avec le régime en place. Je crois qu'ils seront satisfaits de tout ce qu'ils auront entendu ce soir. Voilà qui nous permet justement de migrer sans transition à ce sujet que nous avons retenu ce soir, le joulatisme, ou alors l'influence du joulatisme au Cameroun, mythe ou réalité. Henri Atangana, plaçons les curseurs, allons dans les prélégomènes, justement. Qui est lui Paul Ojoula? Qu'est-ce que c'est que le joulatisme?
Vaste débat, surtout que vous avez la responsabilité d'engager les débats, parce que c'est vraiment un vaste débat. En fait, c'était un médecin, je crois, en France, et qui était, il faut évidemment placer les choses dans leur contexte. Oui. Qui s'est retrouvé au Cameroun parce qu'on a envoyé évidemment des colons nous coloniser. Et dans ces colons, il y avait un peu de tout, quelques ratés, quelques, je dis bien ratés de la société française, ou alors quelques à peu près réussis, ou quelques étourdis. Voilà. Ce qui est sûr, c'est quand même qu'on n'y retrouvait pas l'aristocratie. Si vous connaissez un seul aristocrate qui a été colon, donnez-moi son nom. Bon. Pour créer un parallèle... On cherche encore. Voilà, très bien. Donc, pour créer un parallèle, c'est à peu près ce qu'on a retrouvé aux États-Unis quand les Anglais vont peupler les États-Unis. Bref, c'est un médecin. Je crois qu'il avait étudié à Lille, hein, si mes souvenirs sont bons. Je n'ai pas relu son pédigré, mais je l'ai lu il y a longtemps. Je crois qu'il avait étudié à Lille, en France. Non, il est arrivé en France, et là, il était colon. Donc, pour que les gens comprennent très très bien, il y avait au Cameroun les Camerounais et les colons. Les colons, c'était en général, après l'époque allemande, c'était les Français. Mais attention, il y a eu aussi des Portugais, il y a eu aussi des Grecs. Bon, les gens qui ont mon âge, enfin, ceux qui ne sont pas de la dernière averse, se souviennent qu'à Yaoundé, il y avait des grands magasins Métropoulakitos, Criticos, des choses comme ça. Beaucoup de Poulakitos. Voilà, des noms de ce genre qui ne renvoyaient en rien à ma culture bantou. Mais enfin, c'est dans ce genre-là. Donc il y avait un peu de tout là, des gens qui venaient d'Occident, qui étaient généralement blancs, qui venaient là pour essayer de faire fortune. Il y a eu donc, parce qu'il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, nous ne sommes pas des États, au sens de l'ONU. Parce qu'il faut bien savoir de quoi on parle, parce que l'ONU n'existe pas. Et nous n'étions pas des États au sens de la SDN, parce que la SDN va naître après la Première Guerre mondiale. Donc avant ça, il n'y a pas de SDN. Donc la notion même d'État est une notion floue. Avant ça, c'était des États impérialistes, des États féodaux. On se souvient de Napoléon. C'est-à-dire que si tu estimais que tu peux annexer le voisin, tu viens, tu l'annexes. Tu en fais une partie il y a eu entre eux en Europe énormément de guerres. Bref, voilà le contexte à peu près de la colonisation, c'est-à-dire qu'ils viennent chercher fortune en Afrique. Ils faisaient donc partie de ceux-là. Mais pendant ce temps-là, ils ont voulu annexer, il fallait bien comprendre qu'ils voulaient annexer le chez nous, contrairement à ce qu'on pense. Parce qu'il y a eu une tentative d'indépendance des colons. Et donc le chef des colons, je ne sais pas si vous connaissez certainement, parce que vous êtes un Ewondo, vous connaissez le quartier qu'on appelle Coron. Oui. Voilà, oui. Coron, c'était le chef des colons. C'est-à-dire qu'ils s'organisaient entre eux et ils élisaient leur président. La première chose que je vais faire remarquer, c'est que les Blancs, ils ont une chose, c'est la capacité à s'organiser. Je ne parle pas au hasard. Si vous regardez, je suis en Europe depuis plus de 25 ans, les étudiants africains arrivent, je vais parler des étudiants camerounais, vous n'avez aucune organisation conséquente de la condition de Camerounais en Europe, capable de défendre nos droits. C'était une petite digression. Donc lui alors, il va donc faire partie de la politique camerounaise. Il va donc connaître cette partie-là on va commencer à se battre pour les indépendances. Il va créer donc un parti politique. Pour que les gens comprennent aussi bien, il y a eu à un certain moment des lois en France, parce qu'on allait déjà vers les décolonisations, et à ce moment, nous avions le droit d'avoir les territoires d'outre-mer avaient le droit d'être représentés à l'Assemblée française. Mais alors, parmi ces territoires d'outre-mer, il y avait des élections dans lesquelles les indigènes n'avaient pas le droit de participer. Parce que entre nous, il y avait le statut d'indigénat. Oui. Et parmi les indigènes, il y avait les indigènes. Les moins que rien, les indigènes évolués, qui savaient à peu près écrire leur nom, faire une signature qui était au niveau BEPC,
enfin pardon, niveau CEP. CEP, c'est moins, à peu près. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment, ils se sont assis aux études primaires. Et puis, il y a eu ceux qui avaient fait des études primaires supérieures, comme Aïdjo, qui en réalité, ça correspond à un bac moins 3. Ou alors, pour être, ah oui, pour être positif, disons que c'était plutôt un CEP plus 4. Ou alors bac moins 3, c'est comme vous voulez. Il y avait donc en réalité 3 sections d'études pour les indigènes. On pouvait être infirmier, on pouvait être postier, c'est le cas d'Aïdjo, on pouvait aussi être traducteur. Brillant. Voilà, donc c'est traducteur là. Et Aïdjo était traducteur et c'est au départ de ça qu'on a commencé à former même les médecins africains qu'on a envoyés former au Sénégal. Et là, je parle de mon propre père qui a été formé au Sénégal. Après avoir fait la section infirmier, et puis on l'a envoyé au Sénégal parce que c'était le seul endroit où on fermait les médecins qu'on appelait alors médecins africains, avant qu'on l'envoie se spécialiser à Paris. Donc c'était les 3 qu'il y avait. Et je crois que parmi les traducteurs, il y avait d'ailleurs le célèbre Charles Atangana. Voilà donc les 3 sections qu'il y avait. Bon, maintenant, ce qu'on va appeler donc, ça veut dire que quand on va aller vers les décolonisations, il y aura donc ce qu'on appelle, c'est un processus qui va passer par une assemblée représentative, une assemblée territoriale et une assemblée législative. C'est à l'assemblée législative alors qu'on a le droit d'avoir un gouvernement et que André Marine Bida est le premier chef d'État du Cameroun. L'assemblée législative. Donc vous voyez donc à ce moment-là, c'est l'assemblée territoriale et l'assemblée territoriale, à l'assemblée représentative par exemple, nous sommes représentés au Parlement français, mais par des colons. Absolument. Et vous allez retrouver alors des célèbres noms comme Jules Ninine. Et vous allez retrouver les Ojoula. Il y a eu certains noms, de mémoire, je ne peux pas tous les donner. Et on va alors passer à l'assemblée territoriale, où d'ailleurs, le premier président d'une assemblée noire, c'était Paul Sopoprise. Et quand Paul Sopoprise va être président de l'assemblée, tout le Cameroun est en joie. C'était le plus grand homme politique du Cameroun. C'est la première fois qu'un noir était président de l'assemblée. Là, nous sommes à l'assemblée territoriale. On est en quelle année? En 1954, 51. Voilà, en 1951, me dit le doyen Théophile Mbong. Oui, à peu près, exactement. Très bien. Et après, l'Assemblée législative, c'est en 1957, voilà, très bien. C'est grosso modo. Voilà. Vous m'avez pris les cours, je n'ai pas préparé mon sujet, donc je vous donne les informations sur ce que j'ai de mémoire, sur les différents sujets que j'ai eus et plateaux que j'ai eu à recevoir des gens dessus et de mes différentes lectures. Très bien. Parce qu'il faut préciser aux téléspectateurs que vous ne m'envoyez pas des questions pour me dire prépare des questions. Les gens pensent que non. Absolument. Donc, voilà. Donc, alors, monsieur Ojoula, on va créer un parti politique, c'est là où je voulais en venir. Il va donc créer un parti qu'on appelle le Bloc démocratique camerounais, dans lequel André-Marie Bida va d'ailleurs être militant, avant de quitter ce Bloc démocratique camerounais pour créer son propre parti politique, qui est, je crois, le CODCO, voilà, je ne me souviens plus, mais à tendance chrétienne aussi. Très bien. La spécificité de Paul Ojoula, c'est qu'il est homosexuel. Très bien. Ça, c'est pour ça qu'on parle de joulatisme. Redites-nous ça. Redites-nous ça. Répétez-nous un peu ça. La spécificité de Paul Ojoula, c'est qu'il est homosexuel. D'accord. Très bien. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Il va venir dans une société où on ne connaît pas l'homosexualité. Très bien. Deuxième chose, comme il est homosexuel, il va évidemment être attiré par les verges africaines développées. Forcément, quitte à vouloir une verge, il vaut mieux qu'elle soit africaine. Voilà, africaine. On va être attiré par ça. Très bien. Et c'est là où les Africains ne comprenant pas très bien vont donc associer l'homosexualité à la... C'est-à-dire pour les Africains, c'est de la sorcellerie. Et c'est pour ça que vous entendez souvent les Africains dire, ils ont un mot là, j'ai oublié le mot là, ils disent souvent
ils ont un mot spécifique là où ils associent cette sexualité à la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Mais c'était déjà depuis l'époque allemande. Les locaux, certains locaux ne comprenaient pas pourquoi certaines personnes qui travaillaient, qui étaient souvent, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les Noirs qui travaillaient depuis l'époque allemande, c'était souvent des cuisiniers qui ciraient les chaussures, qui tressaient les tables et tout, mais qui devenaient des favoris des Allemands. Au point où même les Allemands les amenaient en vacances. Alors quand vous lisez les trucs, vous avez toujours entendu, tel grand chef allemand avait aimé un tel. Vous ne comprenez pas. C'était donc de ce type d'amour-là. Ah oui, mais au début, quand je disais, je ne comprenais pas. Mais alors, il revenait de là en soufflant aux gens. Mais tu vois la promotion que j'ai là, c'est aussi parce qu'il y a on appelle ça au Cameroun, de l'analo mystique. C'est comme ça alors que ça va se diffuser. Mais ça va se diffuser comme un peu... Attends, je te donne le tuyau, hein. Oui. Je te donne un petit tuyau. Si tu vas voir la promotion là, mais voilà. Et c'est pour ça que les Camerounais vont parler du mystico-anal. Vous voyez? Parce que pour eux, c'est du mystique. Alors, il va donc avoir évidemment des promotions canapés. Alors, le problème, c'est que ces promotions qui sont canapés, qui sont, je dis bien promotions canapés homosexuels. Parce que le statut de l'indigénat interdisait à un homme noir de coucher avec une femme blanche. Alors, on pouvait te pendre. Mais maintenant, expliquez-moi pourquoi les hommes blancs raffolaient des verges noires et pourquoi ils interdisaient ces verges noires aux femmes blanches. Ça, je crois qu'il faut faire un essai dessus pour écrire un livre. Moi, j'en sais rien. Je dis les faits. Et je l'ai dit brutalement. Parce que je me suis rendu compte qu'au Cameroun, on tourne toujours autour du pot. Les gens disent mystico-anal, ils utilisent des mots. Voilà les faits. Donc, il y a eu de cette promotion-là qui s'est passée en douce sans que les gens ne sachent. Et les gens se sont retrouvés avec une réalité qui est que ces gens-là qui n'étaient pas homosexuels, qui avaient des pratiques homosexuelles pour être nommés, se vengeaient parce qu'on les avait dévirilisés. Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans une société où l'homme doit être un homme viril. L'homme ne peut pas être une femme. Il y a même dans certaines tribus ou certaines positions qui sont dans des positions hétérosexuelles, où si la femme est au-dessus, j'espère qu'il est l'heure où les enfants sont couchés, dans certains hommes disent « Ah non, je dois être en haut ». Je parle bien du rapport hétérosexuel. Donc, il y a donc dans cette société, ces personnes deviennent donc dévirilisées. Et ils vont se comporter un peu comme une sorte de vengeance par rapport à ceux qui arrivent et qui ne savent pas. Et c'est pour ça qu'il y a cette rumeur selon laquelle, pour grimper dans les échelons de la société, il faut avoir grimpé quelqu'un qui est supposé être un vieillard, on ne sait pas qui fait quoi à qui. Voilà ce qui se passe alors. Alors on a commencé à ce moment... Surtout que nous ne sommes pas avec eux pendant ces moments-là pour leur tenir la chandelle. Ouais, voilà. On va donc, au Cameroun, dans le concept camerounais, on va donc commencer à appeler ojoulatisé celui qui pratique l'homosexualité, la sexualité, opération canapé, qui lui permet d'avoir des postes. Sauf que après la décolonisation, la pratique a continué, mais maintenant, comme un avion en pilotage automatique, mais entre les Noirs. Alors, avant de passer la parole à Théophile Mbon, Henri Atangana, cette pratique qui a continué en avion en pilotage automatique, est-ce que c'était une consigne des colons? Est-ce que c'était une consigne de Louis-Paul Ojoula qui l'avait implémenté, l'avait expérimenté et tous les autres colons? Est-ce que c'était voulu que ça devienne un ordre établi comme tel? C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre une chose, parce que, quand je vous dis une chose, c'est une sexualité assez bizarre.
La première bizarrerie de cette sexualité, c'est qu'ils l'interdisent à leurs époux, à leurs filles, à leurs femmes. Demandez-moi pourquoi, je ne sais pas. Il est interdit de... Il était interdit à un homme noir de coucher avec une femme blanche. Oui. Et pourquoi est-ce que eux couchaient avec les hommes noirs? Pourquoi les hommes blancs couchaient avec les hommes noirs? Je pose une question, hein? Moi j'ai pas de réponse. Donc ça veut dire qu'en fait, je ne peux pas dire. Donc il y a quelque chose dans cette sexualité qui était d'ailleurs rejeté même en France. À l'époque, oui. En fait, c'est des gens, c'est-à-dire qu'ils ne s'assument pas quand je dis rejeté, c'est-à-dire que je rappelle en passant que même en France, l'homosexualité était interdite. L'interdiction de l'homosexualité qu'il y a dans nos lois, nous l'avons copiée des lois françaises. Absolument. Parce que dans les lois françaises, c'était interdit. Et à l'époque d'ailleurs, à ce moment, au moment des faits, l'homosexualité est encore un peu plus tard, elle va être considérée quelques décennies plus tard par l'Organisation mondiale de la santé comme une maladie. Et ça va durer comme ça pendant des années. Et à ce moment, on ne va plus pénaliser, et c'est celui qui va faire le travail dessus s'appelait, de mémoire, c'était un psychologue hongrois qu'on appelait d'ailleurs Maria Kurt-Benny. C'est les travaux de Maria Kurt-Benny sur l'homosexualité qui ne voulait pas que ce soit pénalisé en Europe. Qui va faire ces travaux? Et c'est lui. Et qui va créer le mot homosexuel? Parce que le mot homosexuel n'existait pas. Il a bien fallu lui créer un nom. Ah oui, et je crois qu'on est en 1958, si mes souvenirs sont bons. C'est ce psychologue hongrois, Maria Kurt-Benny, et qui écrivait en allemand, qui a créé le mot homosexualitat. Il avait créé les catégories, donc il avait dit homosexualité, c'est-à-dire des gens qui ont la maladie, ça c'est sa définition, d'avoir des rapports sexuels avec des personnes de même sexe. C'est sa définition, hein. Je n'ai pas dit qu'ils sont là, je dis que c'est la définition de Paul Maria Kurt-Benny. Ça, vous pouvez trouver ça dans la littérature. Et à ce moment-là, alors, selon ces travaux, l'Organisation mondiale de la santé va donc décider que c'est une maladie, qu'on ne doit plus les mettre en prison, mais qu'on doit les soigner. Les centres de prison vont être transformés en centres psychanalytiques. Il y en a encore en France, c'est quand en France. Donc on a commencé à les mettre là pour les soigner psychologiquement. Voilà, voilà. Donc le problème alors, c'est qu'ils ont déjà été, qu'eux-mêmes n'admettent pas, mais qu'ils pratiquent. Et alors, arriver dans le... C'est-à-dire que c'est devenu comme une vengeance. Voilà. Moi, je suis passé par là, en me pinçant le nez, pour être nommé ministre. Comment toi, tu vas être ministre sans passer par là? C'est comme ça que c'est devenu au Cameroun. Comment toi, tu vas arriver sans être passé? Parce que moi, je suis passé par là, j'ai serré les dents. Voilà, c'est ça le problème. Donc, c'est pas... À l'époque, c'était pas une sexualité considérée comme une sexualité en tant que telle. Et nous, à cette époque-là, c'est encore interdit en France. Et c'est déjà devenu une maladie, et reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. D'accord. Donc, il va alors se passer que ce n'est pas une prescription parce que c'est interdit par la loi de la France. Mais ils vont la diffuser. Pourquoi? Peut-être aussi parce qu'ils se sont rendus compte que pour un homme africain, dans cette position, on a un ascendant moral sur lui. Et c'est devenu aussi un outil de chantage. Mais ça existait même en France, hein, c'est-à-dire que les politiciens, si on cachait leur homosexualité. Et ceux qui savaient, on faisait des outils de chantage. Donc c'est le même phénomène qui s'est reproduit au Cameroun. Donc la nature humaine, le besoin de vengeance, puisqu'ils n'avaient pas adopté une sexualité qu'ils aiment. Ils avaient des sexualités de force, donc ils avaient l'impression qu'ils se sont soumis, mais que les autres aussi se soumettent. Alors c'est devenu une loi non écrite. Une loi non écrite. Mais pas toujours. Hein. Le pire, c'est que la rumeur est allée beaucoup plus vite d'ailleurs que la réalité. Si bien qu'une rumeur court rampante, qu'on va appeler le joulatisme. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, mais la rumeur l'amplifie beaucoup plus qu'elle n'existe réellement. D'accord, d'accord. Parole à Théophile Mbon à présent, le regard de l'UPCiste, l'UPC qui a justement un rapport très très particulier avec le personnage Louis-Paul Ojula et le système qu'il a bâti au Cameroun. Vous saurez sûrement, peut-être encore mieux que Henri Atangana, nommer les choses, raconter cette réalité-là
qui justement est une réalité qui participe de l'histoire du Cameroun. En effet, oui. Le frère Atangana a dit l'essentiel sur Ojula. Je pourrais apporter quelques compléments d'informations utiles à notre débat de ce soir. Il faut savoir que Ojula était un Français d'origine algérienne, médecin de formation qui est arrivé au Cameroun autour des années 1936. Il a été affecté comme jeune médecin au Cameroun. Alors quand il arrive ici, il fonde une association, c'est la fondation Adlouchem. C'est un passionné de la médecine et pour l'exercer, il fonde donc Adlouchem. Qui existe encore aujourd'hui. Qui existe jusqu'aujourd'hui. C'est la fondation de Louis-Paul Ojula. Et ce qui a marqué Ojula, c'est qu'à un moment, lorsqu'il a fallu entrer en politique, eh bien, il s'est servi donc de ses entre-gens pour positionner les jeunes Camerounais. Ojula était homosexuel, oui, mais il était aussi franc-maçon. Homosexuel et franc-maçon. Voilà. Parce que les deux ont-ils un lien? Je ne sais pas si les deux ont un lien, mais je sais que quand j'étais tout petit, et nous appelions les homosexuels les francs-maçons. Je ne sais pas, bon, ça je m'en souviens ainsi. Bon, alors, il était, comme je l'ai dit, il était homosexuel et franc-maçon. À cette époque, donc, la promotion des indigènes évoluait parce qu'il y avait 3 catégories de citoyens ici, hein, pas de citoyens, 3 catégories d'individus au Cameroun. Il y avait des indigènes, c'est la basse échelle, qui sont les autochtones. Il y avait des indigènes évolués, ceux-là qui ont appris à lire, à écrire et à parler français. Quand vous arriviez chez eux, ils pouvaient s'asseoir sur une table, être servis sur une table avec un plat, une cuillère, une fourchette, un verre. Alors, on les appelait les indigènes évolués. Et il y avait les colons. Les colons, c'est ces Occidentaux qui sont venus ici en colonie, parce que en réalité, la colonie est créée pour être exploitée. Ils viennent donc ici pour l'exploitation. Voilà donc. Alors, les indigènes évolués, après leur formation, il l'a si bien dit, lorsque vous aviez le CEPE, vous alliez faire l'école primaire supérieure. Ça, vous faites une école primaire qui ouvre au certificat d'études primaires élémentaires. Après cela, maintenant, vous allez à l'école primaire supérieure, où, à l'issue de 3 années de formation, vous pouviez sortir agent de services financiers, moniteur indigène. Les meilleurs étaient envoyés en formation, comme il l'a dit, son père a été des meilleurs, on les envoyait au Sénégal pour devenir des médecins indigènes. Bref, c'était ainsi classé. Stratifié. Voilà, les meilleurs, ils devenaient des médecins indigènes. Ceux qui suivaient là étaient des infirmiers et des enseignants. Alors ceux qu'on pourrait qualifier de cancres, on les envoyait à l'agriculture, on va dire les moins brillants, au PTT, à la poste comme Aïdjo, et ainsi de suite. Bon, voilà. Voilà. Le président Aïdjo faisait donc partie de ces moins brillants. Oui, bon, vous avez fait un extrait du livre de Mongo Betty. Il nous rappelle dans ce livre que le président Aïdjo a dû présenter le CEPE 3 fois pour l'obtenir. On ne peut pas dire qu'il était particulièrement brillant. Ce n'est pas lui faire insulte. Non, c'est une réalité qu'on restitue, il ne s'agit pas d'insulte. Voilà. Bon, et au sortir de l'école, il a été affecté au PTT, où il a été télégraphiste, et bon, voilà. Mais il a été un brillant homme d'État, un homme politique, ça c'est incontestable. Bon, alors je disais donc que Ojula, à partir de 1945, commence à s'intéresser à la politique. Et il voit parmi les jeunes, il commence à attirer les jeunes en leur promettant la promotion, une promotion sociale assurée. Et les colons avaient donc quelque chose qu'ils visaient. Ils visaient l'assujettissement total
l'assujettissement total, l'obéissance servile. C'est pour cela donc qu'il fallait, pour être sûr de cela, il vous intègre dans une loge. Parce qu'à l'époque, là, je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui, mais il y avait la Rose-Croix et par ailleurs, il y avait la franc-maçonnerie. Il fallait absolument intégrer une de ces loges. Et lui, il était au sommet de la franc-maçonnerie. À côté, des gens tels que Gaston Donat et autres étaient au sommet de la Rose-Croix. Alors pour qu'ils vous tiennent, vous intégrez une de ces loges, de un. Et de deux, vous devez être un chrétien, et notamment un chrétien catholique, parce que, soit dit en passant, Ojula était un chrétien catholique. Amadou Ahidjo était musulman. Oui, Amadou Ahidjo était musulman. Et donc, l'explication? C'est pour cela même que en 1957, il n'a pas pu être le premier ministre camerounais. C'est Amadou Ahidjo qui gagne les élections en 1956. Logiquement, c'est lui qui aurait dû être nommé premier ministre. Mais il a eu deux critères. Premièrement, on a estimé que son instruction était sommaire. Et deuxièmement, il était un musulman. Alors, on lui a préféré celui qui était deuxième, c'est-à-dire André-Marie Mbida. Vous voyez? La franc-maçonnerie n'accepte que ceux qui croient en Dieu, voilà, chrétiens comme musulmans. Parce voilà, que jusqu'aujourd'hui, ça ne réussit pas en Chine parce qu'ils croient difficilement en Dieu. Alors la franc-maçonnerie, c'est uniquement si tu crois en Dieu. Voilà, et pour ce qui est de Amadou Ahidjo, bon, sans être formel, il se dit qu'il a été maçon. Oui, il a été maçon. D'accord. Voilà, donc pour ce qui est d'Ojula. Pour l'Ojula, pas de 1956, donc commence à attirer les jeunes vers lui. Et comme vous l'avez appris, c'est la vérité, c'est lui qui introduit l'homosexualité dans ce pays. Tout à fait. Alors, il trouve du plaisir auprès de ces jeunes qu'il s'engage à positionner sur l'échelle sociale. Et c'est ainsi donc que, de fil à aiguille, lui-même finit par s'intéresser à la politique. Parce qu'au départ, il est médecin pratiquant. Il commence donc à s'intéresser à la politique. C'est ainsi donc en 1951, c'est la première élection démocratique ici dans ce pays. Il se trouve que au départ, les Français, les colons d'ici, élisaient pour qu'est-ce que je veux dire? Les sièges en France. À partir de 1946, après la grève de 1945, le général de Gaulle autorise les Camerounais à entrer dans la politique, la création des partis politiques. Dès lors que les partis politiques sont créés, leur vocation principale, c'est de concourir à l'expression des suffrages. Ils peuvent donc eux-mêmes participer au vote. C'est ainsi donc qu'on crée deux collèges. Un collège pour Européens, un collège pour Africains. Ojula est élu au collège européen, à l'Assemblée. Et ici, au Cameroun, c'est Douala Mangabel qui est élu. Ojula sera donc député jusqu'en 1956, quand vient la prochaine élection. Son filleul, celui qu'il a préparé, qui a été dans son parti et tout, finit par le battre ici. Il s'agit d'André-Marie Mbida. Il finit par battre Ojula. Mais alors, ce qu'on retient donc d'Ojula, c'est qu'il a été un faiseur de roi ici. Ça veut dire quand il fallait être quelque chose, tout le monde savait qu'il faut passer par lui. En passant par lui, et vous bricolez ce qu'il y a à bricoler, et le lendemain, vous êtes nommé. Alors, lorsqu'on parle donc de néocolonialisme, c'est ça. Ça, c'est des pratiques néfastes et nocives qui, jusqu'aujourd'hui, continuent de miner la société camerounaise. Lorsqu'on parle d'ojulatisme, c'est cet ensemble de pratiques donc que Ojula a inspiré, qu'il a implémenté, et tout a été organisé donc pour que ces pratiques restent. Tout tel que la fraude électorale.
ça date de cette époque-là, en 1951, lorsqu'on organise la première élection. C'est aussi la première fraude électorale qui commence. Parce que Ruben Oumniobé est candidat face à Noumé Douala Mangabel, qui lui est le candidat des Français. Il faut absolument que c'est lui qui passe. À l'issue du vote, on se rend compte que le nombre d'électeurs est supérieur au nombre d'inscrits. Voilà comment s'installe la fraude électorale au Cameroun. Cette fraude, elle s'est perfectionnée aujourd'hui au point où on n'a plus besoin de bourrer les urnes. Au fil du temps, elle s'est perfectionnée. On n'a plus besoin de bourrer les urnes comme on l'avait fait en 1951. Le tribalisme que Odjoula appelait les oppositions africaines. C'est Odjoula qui instaure le tribalisme ici, qu'il baptise opposition africaine. Aujourd'hui, c'est rentré dans un type de communautarisme où on ne se reconnaît qu'à travers sa communauté. Le tribalisme est devenu rampant. Autant de choses. Tout cela, c'est donc Odjoula qui l'inspire, qui l'instaure et qui le fait vivre. Parce que au moment des indépendances, malheureusement, il n'y a pas eu rupture d'avec l'ordre ancien. Ça se poursuit jusqu'aujourd'hui. D'accord. Parole au docteur Jeans qui lui aussi en sait pas mal sur la question. J'imagine que c'est les valeurs de l'ojulatisme qui viennent d'être décrites par Théophile Mbong qui ont motivé aussi votre adhésion au PURS, un parti politique qui prône la rupture avec cet ordre-là et justement la reconnexion du Cameroun avec lui. Oui, mais avant ça, je ne vais pas passer sans parler du vrai côté d'Odjoula et c'est sa raison d'être au Cameroun. Parce qu'il y a deux raisons d'être d'Odjoula au Cameroun. On voit seulement le côté homosexuel, permettez que je dise comme ça, parce que c'est le pompage, en fait, parce que c'était une pratique déjà très interdite et c'est lui qui faisait la promotion de cette pratique. Mais voyez-vous, lorsqu'il siège là-bas en France ou bien en Europe et il réalise que les Africains, s'ils se réveillent, ils vont réclamer leurs droits, ils se décident de nous abêtir, de nous appauvrir, de nous rendre malades, de nous avilir, bref, tout ça. Et ils ont des lieutenants et des généraux spécialisés dans ces sales besognes pour que nous ne nous réveillions pas. Parce que dites-vous bien, la France actuellement n'a rien. Dans son sous-sol n'a rien. Donc, tellement elle n'a rien qu'elle veut avoir. Et elle a peur que ceux qui sont opprimés, ceux qui sont victimes, ceux chez qui on arrache du n'importe quoi, vont se réveiller et la révolution peut être très brutale. Il faut donc nous maintenir. Et alors, lorsqu'ils réussissent à détruire nos cultures, lorsqu'ils réussissent à nous imposer une éducation moribonde, un système de santé qui ne veut rien dire, un système politique idiot, vraiment, n'ayant rien à voir avec nos réalités, il faut maintenant toucher nos esprits. Parce qu'il y a eu des tendances de réveil dans les années 60 et bien avant avec des éveillés comme les Oumniobé. Entre autres, je précise entre autres parce qu'il n'est pas seul, ils étaient nombreux et ils ont donc eu peur. Il fallait donc maintenir les gens assujettis et amoindris. Franc-maçon de qualité supérieure parce que son ascension dans la franc-maçonnerie est vraiment exceptionnelle. Odjoula, déjà là-bas en France, exceptionnel. Il est donc envoyé comme un agent pour étudier le terrain. Il vient comme un médecin. La médecine, c'est déjà un prétexte. Mais c'est d'abord un politicien qui ne déclare pas, qui n'est pas intéressé à partir du Cameroun. Il vient avec une mission d'infiltration subtile, comme savent faire les mercenaires, experts en mercenariat. Alors, on remarque que des gens comme les Charles Tangana qui ont des pouvoirs, entre autres, parce qu'ils sont nombreux, ils se disent, dans les loges maçonniques, la seule façon de pomper leurs énergies, c'est la sodomie. La sodomie. Lorsque vous êtes de pomper leur énergie, c'est aspirer quoi, c'est vampiriser ces énergies-là. D'abord vampiriser et les abaisser complètement. Vous allez remarquer que lorsque un homme te saute, il devient ton chef et tu es amoindri sur le plan moral, sur le plan spirituel.
Voilà. Alors, je dis bien, quand ils ont remarqué qu'il y avait des Charles Atangana, parce que Charles Atangana s'est illustré comme quelqu'un qui était capable de distraire les énergies, parce qu'ils ne viennent pas seulement avec la brutalité, l'argent. Il y a un repli dans certains villages où on se dit, pourquoi nous connaissons les sciences et nous ne les appliquons pas vers ces gens? Alors, ils sont au courant parce qu'il y avait toujours eu des traîtres qui donnaient l'information pour avoir un peu de sel ou bien s'asseoir avec les Blancs. Ils donnaient des informations, voyez-vous, ils sont en train de se retirer dans leur loge pour vous attaquer. Ils faisaient donc des infiltrations et c'est dans les loges maçonniques en France qu'on trouve la formule exacte pour amoindrir ceux qui sont assujettis, définitivement. Et c'est le mot sexualité. Il faut pomper les gens et en échange leur donner des postes. Celui qui n'est pas vigilant croit que c'est le chemin parce qu'il y a des homosexuels opportunistes qui sont même arrivés sans connaître l'histoire de l'homosexualité qu'en pompant les énergies de quelqu'un, vous la sujettissez. Vous la sujettissez. Vous la sujettissez. Voyez-vous. Alors, pour l'instant, c'est secret. Les gens ne connaissent pas la franc-maçonnerie. On sait que c'est une loge. Il y a la Rose-Croix qui est une antichambre de la franc-maçonnerie parce qu'il faut le dire, ils se retrouvent ensemble dans les grandes loges de l'autre côté. Alors, il faut créer des situations, c'est-à-dire élever les gens sur le plan social pour qu'ils se posent la question de savoir, pour que les gens autour d'eux posent la question de savoir d'où vient son ascension, autant pour moi, d'où vient son ascension. Et là, Ojula était là, il vous amoindrissait et il vous nommait. Vous voyez, il y a trois personnalités qui sont donc impliquées. Ceux qui ne connaissent pas le fond spirituel de la chose, prenaient Ojula comme un pervers qui veut exprimer sa perversité et il nous donne des postes. Mais sans connaître que les enjeux spirituels étaient vraiment nocifs pour celui qui acceptait de pratiquer ces choses. L'homosexuel qui saute son sujet est au-dessus de lui. Et dans la franc-maçonnerie, c'est une ascension en grade. Vous n'atteindrez jamais le 33e portail sans être sauté, qui est le dernier, sans être sauté et sans sauter. Comprenez, je ne veux pas trop utiliser les expressions là. C'est sale, les salles. Donc sauter, comprenez, et puis les enfants peuvent être derrière l'écran. S'ils me demandent après sauter là, c'est quoi? Il faut que je dise que je sautais, pour qu'ils ne réfléchissent pas trop. Vous savez, nous sommes souvent attirés par les choses interdites de manière subtile. Donc, quand on parle d'Ojula, ne regardons pas seulement l'homosexualité qui est une sorte de perversion, ou bien qui est une maladie qu'on voudrait banaliser. C'est le médecin qui parle? C'est le médecin qui parle. C'est le médecin qui parle. Il y a des enjeux spirituels dans l'homosexualité, le pompage des énergies des gens et l'assujettissement. Voilà. Donc, et dans la franc-maçonnerie, c'est vraiment une pratique qui est le garant de l'ascension. Les francs-maçons me coûtent même comme ils seront choqués, ils vont... C'est ça, la franc-maçonnerie. Officiellement, dans la littérature officielle et connue de la franc-maçonnerie, il n'est pas question de ça. Il s'agit d'une école ésotérique et philosophique. Mais c'est ce qu'on dit, c'est que vous ne savez pas de qui participe à l'élévation de l'homme, un cercle philosophique. C'est que vous ne savez pas, c'est que vous ne savez pas de la franc-maçonnerie. Moi, je suis un peu surpris lorsque j'arrive un jour dans le pays des Blancs de l'autre côté et je remarque que les monographies qui sont servies en Afrique ne sont pas les mêmes que les monographies qui sont servies chez les Rosicruciens de petits rangs en France. Parce qu'on commence par les atriums, pour ceux qui connaissent un peu ces choses, on commence par les atriums, après Edaptus, Seigneur, Major, Exemptus au 7e portail, ainsi de suite. Les monographies sont différentes. Les monographies que reçoivent les Européens, les Français, ne sont pas les mêmes monographies que nous. J'ai lu, parce que je suis un lectivore, comme je disais tantôt, un lectivore. J'ai lu, j'ai comparé les monographies. J'ai dit, il y a manipulation quelque part. Le rosicrucien français, le franc-maçon français ne sera jamais le franc-maçon noir. Vous allez voir que les francs-maçons sont les bâtisseurs. Ici, ce sont les destructeurs. Vous voyez ? Donc, c'est Ojula qui amène l'homosexualité et c'est lui qui est la porte ouverte aux sectes. Voyez-vous, lorsque vous êtes franc-maçon, vous faites allégeance aux fratères, à la fraternité. Et cette fraternité n'a pas sa loge ici chez nous. De l'autre côté, on peut donc se décider. Vous avez vu comment Omar Bongo pleurait lorsqu'il était intronisé comme à la Rose-Croix au 3e niveau pour remplacer son père. Il pleurait parce que Ali Bongo, il pleurait, les vidéos circulent, parce qu'il devait faire allégeance à la franc-maçonnerie et à la France. Oui,
Et ce sont des pactes que si tu casses, les lois karmiques, disent-ils, des mots vides pour effrayer les gens, les lois karmiques sont à ta porte. Donc, quand on regarde Ojula, ne regardons pas la perversion sexuelle physique. Les enjeux sont beaucoup plus spirituels. Il faut assujettir les gens et il faut entraîner les sectes. Le règne de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix a maintenu, ce règne a maintenu beaucoup de présidents africains assujettis. Ce n'est pas une étrange coïncidence qu'ils soient trop rosicruciens et francs-maçons, comme si nous n'avons pas en Afrique des forces capables d'être présentées aussi en face d'eux. Mais c'était un programme d'assujettissement formel. Mais vous n'allez pas le voir dans la littérature parce qu'il s'agit quand même des choses qui ont qui ont un lien avec les plans sui generis, qui ne sont pas visibles. Voilà. Mais qui sont en réalité la force invisible, c'est-à-dire le côté inconnu de l'iceberg. L'iceberg peut être une montagne comme Everest, ça c'est visible, mais ça présente parfois les 7% de sa réalité. Alors Ojula vient ici avec un monstre qu'on ne peut pas regarder directement parce que on regarde avec des yeux charnels, un pervers sexuel qui donnait des postes via le canapé. Mais en fait, il installait un système spirituel qui nous maintient assujettis par les présidents qui sont soumis à ces choses. Et donc, je ne cesse d'attirer l'attention de ceux qui vont aller aux urnes prochainement. Celui qui est rosicrucien ou franc-maçon ou fuyez-le, il ne fera rien de bon, il sera au service Parole au guide spirituel. Je crois que c'est là où la dimension de guide spirituel de Moubitan Yandaga pourrait être utile pour nous-mêmes et pour nos millions de téléspectateurs. Monsieur Moubitan, voilà le tableau dressé. Qu'est-ce qu'il est utile d'ajouter à ce tableau qui a commencé à être peint par les autres panélistes? Est-ce que vous souscrivez à la description globale qui est faite depuis Henri Atangana, en passant par Théophile Mbong jusqu'au docteur Emma Jeans, sur l'ojulatisme et ses valeurs, autant que son action sur l'élite politique et administrative au Cameroun? Bien, merci de me passer la parole. J'ai pris vraiment la peine de suivre comme un écolier tout ce que j'ai pu entendre depuis le début. Je vous avoue, c'est avec beaucoup d'humilité que j'ai suivi les interventions des uns et des autres. Et je voudrais vous dire que j'ai appris beaucoup de choses encore ce soir. J'ai l'habitude de dire, peut-être c'est ça la particularité de celui qui est ou qui prétend être un guide spirituel, c'est que c'est un éternel élève. Bien, si vous n'avez pas cette capacité, cette humilité de pouvoir apprendre, même des personnes dites inférieures ou sous-évoluées, et même à travers des plantes ou des animaux, vous êtes un usurpateur. C'est-à-dire, vous n'avez pas en réalité la qualité de celui qui peut guider spirituellement les autres. Après avoir dit cela, je voudrais noter que pour comprendre profondément, non point pour dire que ce qui a été dit n'était pas profond, mais je voudrais monter encore d'un cran pour aller un peu à l'origine de la déviance que nous connaissons aujourd'hui, qui est consubstantielle à la vie politique du monde et du Cameroun en particulier. C'est une déviance, une dégénérescence qui a un fondement originel. Ce fondement originel vient de ce que, à un moment donné, l'humanité en général, y compris aussi les Africains et les Camerounais en particulier, se sont mis à servir Mammon au lieu de servir Dieu. Alors, vous connaissez un peu cette parole célèbre, nul ne peut servir Dieu et Mammon. Soit il aimera l'un et trahira l'autre. Il n'y a rien à faire. C'est inconciliable. Alors,
Après avoir observé cela, nous constatons donc que dans cette dégénérescence, les gens se sont mis à servir donc mammon, et notez bien, ce n'est pas un fait de hasard qu'on puisse appeler celui-là qui est l'opposant de Dieu, qu'on puisse l'appeler mammon. C'est deux adjectifs, deux comment c'est, pronoms? Deux pronoms possessifs. Oui. Ma et mon. Et la particularité des serviteurs de mammon, c'est de suivre un sentier qui permet d'exalter le moi, l'ego, donc la vie égocentrique basée uniquement non seulement sur la satisfaction des sens, mais sur l'affirmation de soi, sur la volonté de puissance et aussi sur la volonté de s'enrichir, y compris scandaleusement sans conscience. C'est pour cela que je voulais, c'était une façon de planter, de repartir à la base de la déviance de ce que nous vivons aujourd'hui et qui est donc manifestée dans les pseudo-Rose-Croix, francs-maçons, templiers et autres même cercles ésotériques dans l'islam et tout ça. Ce n'est pas seulement de la France que ces déviances viennent. Ces déviances se sont aussi développées de manière intrinsèque en Afrique, pour dire que même si les Français n'étaient pas venus, les Allemands n'étaient pas venus, les Hollandais, comment on appelle encore ça, les Anglais n'étaient pas venus coloniser les Portugais et tout, les Africains eux-mêmes étaient déjà dans la pente dégénérative parce qu'ils avaient mésusé des forces et des possibilités et des facultés que leurs ancêtres, les pharaons de l'Égypte ancienne, leur avaient transmis à travers les temples qui avaient été érigés dans l'Égypte pharaonique. Donc pour dire que c'est un problème de l'humanité en général, mais comme nous parlons spécifiquement de la relation avec la France, et qu'on se pose la question, est-ce que c'est un mythe ou une réalité le joulatisme au Cameroun? Je voudrais aussi donner un élément important concernant ce qu'on appelle le mythe et par opposition à la réalité. Vous savez très bien que le mythe, la réalité est d'abord un mythe et qui peut donc devenir une réalité. C'est d'abord un mythe. Et le mythe, ça vient de mystère. Donc c'est d'abord un mystère, donc c'est d'abord quelque chose qui est dans l'invisible, dans le spirituel, avant de devenir tangible, dans la manifestation temporelle, spatio-temporelle. Et donc nous avons donc là, avec nous, la situation originelle qui a entraîné ce que nous savons, qui a rendu au Joula ce qu'il est devenu lui-même, parce qu'il a été initié lui-même dans ces organisations qui avaient déjà dégénéré complètement, parce que les Européens étaient venus apprendre, s'initier en Afrique, dans les temples en Alexandrie, en Égypte et tout cela, mais par la suite, ils ont choisi d'aller plutôt dans le matérialisme abject, en utilisant des formules inversées. Prenez par exemple dans le christianisme. Si vous voyez le sens de la croix, vous allez voir que c'est une poutre avec, une poutre verticale et une poutre horizontale. Et généralement, nous savons que celle verticale est plus longue que celle horizontale. Mais il est possible, en pratiquant un rituel par exemple, d'inverser cette croix pour que tout de suite, au lieu que ce soit des forces
libératrice ou constructive ou rectificatrice, que vous puissiez plutôt invoquer des forces qui vous enchaînent tellement dans la matière et qui réveillent et entretiennent votre animalité de telle sorte que vous soyez appelés à confondre les trous. J'espère que vous me comprenez aussi. Alors, donc, vous devez savoir que cela vient donc des initiations, des fameuses initiations qui sont donc octroyées dans les temples maçonniques, rosicruciens, et je voudrais, pour la gouverne des téléspectateurs, vous avez affaire à quelqu'un, en ce qui me concerne, donc qui était moniteur, enseignant, conférencier de la Rose-Croix. Absolument. Donc, je ne parle pas de ce que j'ai lu. Absolument. Voilà. Donc, je suis un témoin réel. J'ai étudié la franc-maçonnerie. Je peux vous en parler à longueur de journée. Donc, je retiens que nous avons appris de tous les intervenants tout à l'heure, nos co-panélistes, des choses qui se recoupent, d'abord vous avez observé, qui vont pratiquement tous dans le même sens. Et ça relève aussi de ce qu'on appelle le bon sens. Le fait que leurs interventions soient concordantes. Et je remercie l'UPCiste, qui lui aussi contribue à sa manière en écrivant des livres. Je voudrais déjà qu'il puisse mettre à la disposition du journaliste à qui je pourrais envoyer de l'argent par téléphone, que je puisse avoir déjà ce livre, de manière à ce que quand j'arriverai à Douala, que je puisse l'obtenir, peut-être la semaine prochaine. Voilà. Qui sait? Voilà. Alors, je voudrais donc terminer en disant que nous avons quelque chose à faire. Là, j'entre dans une proposition concrète. Ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est que nous allons cesser de parler même de ces choses-là. Parce que vous savez, en spiritualité, lorsque vous parlez régulièrement d'une chose, vous la chargez. Vous lui donnez de l'énergie. Vous faites vivre cette réalité parce que c'est un élémental qui a été créé par des gens qui avaient déjà dévié, qui avaient déjà dégénéré. Et cet élémental vit. Dès que vous prononcez ce nom tout le temps, forcément, non seulement vous vous reliez à cette entité-là, mais vous la nourrissez et vous allez malheureusement, même sans le vouloir, contribuer à continuer à la faire prospérer dans la société. Donc, pour que nous puissions éviter tout cela, j'en appelle donc à tous les Africains et aux Camerounais en particulier. Je voudrais même aller plus loin. Mon message doit s'adresser, y compris aux prêtres, donc à l'église ou à toutes les églises, qu'elles soient protestantes, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient... Parce que tout ça, c'est coiffé et piloté par la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Vous avez vu par exemple avec le cas de Tazé Russell, une des organisations, les témoins de Jéhovah, oui, se manifeste dans le monde. Il n'y a pas très longtemps que les témoins de Jéhovah eux-mêmes ont su que leur fondateur c'était un franc-maçon. Un grand maître. C'est lorsque nous du 33e on est allé l'enterrer. Bien sûr, de 33e degré. Et quand on est allé l'enterrer, ben, c'est là où les gars découvrent, avec le rite qu'on a fait, avec la manière dont on l'a habillé et tout, que c'était un franc-maçon. Mais ils se cachaient comme l'autruche. Tous ces gens-là se cachent comme l'autruche. Ancien et reconnu. Bien. Alors maintenant, il faut savoir que les Africains doivent rompre avec ces organisations occidentales. Ils doivent rompre, je dis bien rompre, y compris l'Église catholique. Moi, j'envoie ce message même aux prêtres. Pourquoi vous ne pouvez pas faire une Église catholique africaine
sans qu'elle soit sous les ordres de la franc-maçonnerie, parce que nous savons que le Vatican est totalement franc-maçonnique. La loge P2 au Vatican est une des loges maçonniques à partir de laquelle des choses inimaginables se déroulent. Donc décoloniser l'Afrique sur le plan politique commence par la décolonisation sur le plan spirituel, sur le plan rituelique, sur le plan de la pratique de vie, sur le plan des valeurs traditionnelles qui non seulement sont, vous voyez, tirent leur source dans la profondeur de la vie divine, mais qui sont aussi colorées par la culture de chaque peuple. Les Africains doivent créer leurs ordres, doivent créer leurs églises, doivent créer leurs structures spirituelles. J'en parle parce que moi-même j'en ai déjà créé. Pour chuter, je suis arrivé en 91 en France, c'est une anecdote en 30 secondes, pendant que mes amis et frères de l'UPC, à l'instar du docteur Samuel Makit, de regretter mémoire, de, comment il s'appelait encore, le secrétaire Moukoko Priso. Je me retrouve avec eux, je suis dans le 20e à Paris, ils faisaient leur réunion, j'en ai pris part parfois. Ils me disent, mais tu es panafricain, tu aimes l'Afrique, tu veux qu'on se décolonise complètement, tu veux qu'on devienne autonome, tu veux qu'on devienne entièrement indépendant, mais pourquoi tu ne nous retrouves pas dans la bataille politique pour qu'on renverse l'ordre établi actuellement au Cameroun? Voici la réponse que je leur ai donnée. Faites votre part. Moi aussi, je suis en train de faire ma part. Je vous retrouverai certainement, mais pas sans avoir compris pourquoi l'Occident nous domine. Et pour que je comprenne cela, il fallait donc que j'entre dans les profondeurs de là où les Occidentaux tirent leur puissance pour dominer l'Afrique. Et c'est dans la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Comment vous avez fait pour en sortir? La peine. Moubitan Yandaga, on a connu, on a forcément dans nos entourages, dans nos familles, des membres qui sont, voilà, on va dire enchaînés dans ces ordres-là, et qui vous disent je ne peux pas en sortir parce qu'il y a des menaces de représailles. Comment vous avez réussi à vous émanciper de ces ordres-là? Je vais vous répondre de manière directe. Tout dépend de qu'est-ce que vous cherchez. Quelle est la motivation première de votre quête spirituelle ou de votre quête du bonheur? Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Malheureusement, des gens vont dans les ordres par suivisme sans savoir exactement pourquoi ils y vont. Et ça, c'est un drame. C'est un drame. On n'entre pas dans un cercle sans savoir exactement ce qu'on fait dans ce cercle et pourquoi soi-même on y entre. Et il me semble que, encore une anecdote, au moment où je veux entrer à la Rose-Croix à l'époque, une dame qui vendait des livres ésotériques et tout ça là m'invite, m'en parle et me dit qu'elle est rosicrucienne et qu'elle souhaiterait m'amener, que je puisse entrer dans leur ordre et tout ça là. J'ai demandé à cette dame, est-ce que vous avez la lumière de Christ? Elle dit, c'est la question que j'avais posée. Parce qu'à l'époque, je sortais d'une culture d'emprunt qui était ce qu'on appelle la culture chrétienne, indo-européenne. Est-ce que je peux avoir cette lumière de Christ? Parce que je cherche cela, c'est ça que je cherche. Ce n'est pas aller me mettre dans une prison d'un ordre qui m'intéresse, c'est cette lumière que je cherche. Cette femme m'a regardé profondément et m'a dit, bon monsieur, je pense que, bon, est-ce que je peux vous conseiller des livres que vous voulez acheter? Je lui ai dit, laissez, je vais moi-même voir les livres qui m'intéressent. Je me suis mis à acheter des livres dans sa bibliothèque et
je continuais ma quête pour chercher à comprendre pourquoi l'Occident nous domine, pourquoi nous sommes si faibles devant tout ce qu'ils entreprennent. Alors, dans cette démarche, je découvre donc que tout dépend de vous-même. On ne peut pas vous emprisonner si vous n'avez pas voulu vous emprisonner vous-même en cédant à la convoitise, à l'envie et à l'amour de la vie des sens, de la vie charnelle. C'est ça qui va vous entraîner, soit à vouloir avoir de l'argent très vite, en très peu de temps, soit à pouvoir acquérir des richesses de manière insatiable, soit à vouloir dominer les autres. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de nos hommes politiques sont aujourd'hui. Leur ascension relève uniquement du fait qu'ils se positionnent et se placent sur les épaules de leurs membres, des adhérents totalement ignorants et aveugles, et ils montent pour aller satisfaire uniquement leurs égos. Et vous voyez cela avec la difficulté des hommes politiques, par exemple, à se mettre ensemble lorsqu'ils veulent changer les choses dans un pays africain, par exemple. D'accord. Tout ça parce qu'ils suivent une voie égocentrique et ils sont donc capables d'entrer là où, si on leur dit, comme Bida avait demandé à sa femme, il avait dit à sa femme, ça c'est l'histoire qui nous raconte ça, Mbida, que vous avez cité tout à l'heure, il avait dit je crois c'était... À lui, Paul Ojula et ses émissaires. Non, non, non. Oui, c'était à lui, Paul Ojula. Il a dit à lui, Paul Ojula, 6 mois, je te donne mes fesses. Vraiment, pardonnez-moi l'expression très prosaïque. 6 mois, je te donne mes fesses. Qui va s'occuper des fesses de Marguerite? Vous voyez, cette question est restée célèbre. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec ce que les copanélistes ont dit dès le départ, et j'espère qu'à la prochaine intervention, je pourrai revenir donc davantage à terre pour donner une idée de ce que nous pensons. Allons-y donc, puisque visiblement le temps lui ne nous laisse pas beaucoup de marge. Henri Atangana, on est donc quasiment d'accord qu'il faut aller sur la rupture. Elle nécessite aussi un peu de stratégie. Comment dans le contexte et l'environnement actuel on organise cette rupture-là, avec cet ordre ojulatiste qui a continué à enchaîner notre nation et à hypothéquer son développement? Comme je dis souvent, et le médecin, Dr Jing, c'est sur le plateau. Pour soigner une maladie, il faut faire un bon diagnostic. À partir du moment où vous ratez le diagnostic, la thérapeutique, vous n'avez pas de chance qu'elle soigne la maladie. On commence par là, faire le bon diagnostic. J'ai écouté justement Dr Jing, je me suis rendu compte que pendant son développé, il y avait une chose à laquelle j'avais jamais pensé. Parce qu'il a dit quelque chose de très intéressant. On l'avait envoyé comme missionnaire. J'ai jamais pensé, hein. En fait, sa mission, il mettait en œuvre la mission pour laquelle il était là. Et pendant que les gens parlaient, je me suis demandé, mais est-ce qu'il y a des équivalents dans les autres pays d'Afrique francophone? Et là, je me rends compte qu'il y a eu... D'abord, je veux quand même, avant que j'en arrive, où je viendrai plus tard, le dire, il y a eu Jean-Baptiste Moquet en Côte d'Ivoire, même s'il était ivoirien. Au laboratoire proche de Félix Houphouët-Boigny, il était soutenu par les réseaux français. Et lui aussi, il a joué un rôle, c'est lui qui a structuré le PDCI, mais il a joué un rôle dans ce qu'ils appelaient la décolonisation douce. Et il y a eu au Sénégal la Minguet, premier africain de l'Assemblée nationale française. Je rappelle en passant, comme je vous ai dit, Paul Sopo-Priso était déjà à l'Assemblée régionale. Parce qu'il y a eu l'Assemblée représentative et puis l'Assemblée territoriale. Et Paul Sopo-Priso va être président de l'Assemblée territoriale. Je viens encore de vérifier. Il va être président de l'Assemblée territoriale.
on va l'utiliser en espérant faire de lui justement ces Africains comme Lamine Gueye, comme à Madagascar, Jean Raleigh Mungo, comme Henri Lopez au Congo-Brazzaville. Absolument. Ces gens qui nous disent oui, d'accord, mais allons-y doucement. Et ça n'a pas marché avec Paul Sopo-Priso. C'est pour ça qu'on lui a préféré Aïjo. Ah oui, il faut bien dire que ça n'a pas marché avec Paul Sopo-Priso. On va donc lui préférer Aïjo. Mais au début, Paul Sopo-Priso est présenté comme le modèle. Mais il va faire peur. C'est comme ça qu'on va lui préférer à Aïjo. Et on va d'ailleurs créer du tribalisme, et c'est ça, on va créer tout ça. Donc, en réalité, Paul Ojula, c'est Ojula parce que quand on regarde bien dans ses fonctions officielles, on ne retrouve pas comme influent au Cameroun. On retrouve des noms comme, c'est pas Roland Pré, Jean Ramadier, Henri-Pierre Nicolas, Jean Ramadier que tout le monde connaît, Roland Pré, et Jacques Faucard. Mais il n'y a pas Ojula. Mais lui va être envoyé comme missionnaire. Et ce qui est paradoxal, ce qui est commun à tous ces types-là, dans tous ces pays d'Afrique, c'est qu'ils viennent avec un trait de mission civilisatrice. Ils sont souvent médecins, enseignants ou religieux investis dans les colonies. Vous voyez, il n'a pas le rôle, et c'est là où je dis, Dr Dings a raison, il n'a pas le rôle comme les Roland Pré qui étaient au commissaire de la France. Ça facilite l'infiltration. Voilà, l'infiltration. Mais ils ont une influence politique. Ils agissent comme conseillers, comme parents ou recruteurs d'élite locale. Recruteurs d'élite locale. C'était le rôle de Paul Ojula. Et ils agissaient pour faire une indépendance encadrée. Bref, pour que l'indépendance ne soit pas brutale, pour qu'il n'y ait pas rupture totale. Et surtout pour qu'elle soit dévoyée. Très bien. Et M. Mobitan disait les choses quand il a dit qu'est-ce qu'ils vont chercher dans ces sectes? Mais s'ils vont, parce que tous ces gens que je vous cite là sont allés dans ces sectes. Et il est revenu, et je vous l'ai dit, il est revenu dans les têtes des Africains que pour en sortir, pour être ministre, il faut passer par là. Ils n'y vont pas pour des croyances, quelles qu'elles soient. Ils se disent, ben voilà, je vais chercher à manger. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas. C'est pour ça que vous allez voir que monsieur, comment j'oublie son nom? Je ne peux pas oublier son nom, il est en face de moi. Dr Jeans. Notre conseiller spirituel. Voilà, je l'appelle comme ça, Mobitan, justement. Quand lui il va essayer de comprendre ce que c'est. Mais les autres ne vont pas essayer de comprendre ce que c'est. Il va peut-être en mission prométhéenne, hein, aller chercher justement là-bas la lumière pour nous la ramener, pour qu'on comprenne mieux. Mais les autres ne vont pas comprendre. Ils vont chercher un positionnement. Tant que vous ne comprenez pas ça, c'est-à-dire qu'ils se disent je vais être ministre. Et lui, tout le reste, la façon dont vous parlez ne l'intéresse pas. On lui a jamais mis dans la tête que être ministre, il faut aller sur le lit de Paul Ojula. Et il va dans le lit de Paul Ojula. Si on lui dit que pour être ministre, il faut être franc-maçon, il va être franc-maçon. Si on lui dit que pour être ministre, il faut être rosicrucien, il faut être rosicrucien. Il n'y a pas de conviction derrière tout ça. Alors, tout le reste qu'il raconte là, c'est du blablabla. Bla, bla, bla. Ils vont en connaissance de cause. Et ils vont de leur propre volonté. Ils vont parce qu'on leur a dit, tu veux manger? Ben tiens, c'est pas très difficile. Tu fais la pute et tu vas manger. Donc, voilà. Maintenant, pour soigner, pour corriger, je pense qu'il faut d'abord informer, diagnostiquer. Et comme je dis souvent, tous les médecins vous le diront, dès que tu as fait le bon diagnostic, la thérapeutique devient une évidence. D'accord. Mais c'est important de se dire qu'on a laissé filer dans l'esprit des Camerounais que pour être ministre, il faut. Vous pouvez leur raconter tout ce que vous voulez. Il va t'expliquer que lui veut nourrir sa mère au village, qui est dans une maison en terre battue. Et s'il doit aller quelque part,
avaler des litres de sperme d'un homosexuel, ou que ce qu'il les avale, quel que soit le registre par lequel il les prend, il va construire, il va sortir sa maman de la pauvreté. D'accord. Théophile Mbong, comment on en sort? J'imagine que à l'UPC, on a bien une stratégie depuis le temps. On connaît bien ce combat. Aujourd'hui, quelles sont les armes du Cameroun pour rompre avec cet ordre-là, avec le joulatisme? Oui, je vais d'abord rappeler que, tel qu'il nous a été indiqué ici, Odjoula avait été mis en mission au Cameroun. Et il a tant et si bien accompli sa mission que il a laissé des émules. Toute cette perversion qu'il a déversée, tous les pervers qu'il a formés ont eux-mêmes eu des disciples. Et cela va grandissant jusqu'aujourd'hui. Et l'on constate que la graine qu'il a plantée a produit et continue de produire du fruit. Et Dr Emadi a dit quelque chose de fondamental. Ailleurs, ceux qui font partie de ces loges sont des bâtisseurs. Ici, chez nous, ce sont des destructeurs. Ce sont des détourneurs, les budgétivores. C'est regrettable. Ça veut donc dire que, et là, c'est le frère Tangana qui l'a dit, l'objectif fondamental d'Odjoula était d'encadrer l'indépendance, de la vider de son contenu, afin que la coquille vide qu'on remettra ne serve pas à grand-chose et qu'on ait besoin de se tourner toujours vers eux. Là encore, ils ont réussi leur mission. Je veux dire ici que Ruben Oumiobe, secrétaire général de l'UPC, a été un membre de la Rose-Croix. Ça, c'était à la mode. C'était un indigène évolué qui avait besoin de promotion. Il a fait comme tout le monde. Mais lorsqu'il a engagé la lutte, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas combattre les Français en se reposant sur eux. Un peu comme M. Mobitan. Voilà. Lorsqu'on parle du premier maquis, quand il va du second maquis, c'est-à-dire en 1956, après les événements de 1955, on lui colle un mandat de recherche sur le dos, il rentre dans le maquis. Lorsqu'il rentre donc dans le maquis, il entreprend de terminer son initiation, parce que, soit dit en passant, il était le fils d'un initié, d'un maître des traditions africaines. Le Mbok en l'occurrence. Voilà. Et il avait commencé son initiation dès le bas âge. Malheureusement, cette initiation s'est interrompue lorsqu'il a fallu suivre l'école des Blancs, ce qui était totalement antinomique. Où son père ne l'avait jamais accepté. Quand il va là-bas, donc, il y a cette rupture. Il n'est plus jamais revenu pour suivre l'initiation. Il a continué jusqu'à se faire initier par Gaston Donat. À la Rose-Croix. À la Rose-Croix. Mais, quand il prend conscience de cette réalité, en réalité, ces choses ne sont pas pour nous. Non. Il décide de revenir lui-même. Les gens se demandent pourquoi, par exemple, Maïma Type, que certains considèrent comme un traître, s'est retrouvé proche de lui. Malgré que tout le monde lui disait non, on ne veut pas de lui ici, il a dit que cet homme, je le veux. Maïma Type était fils d'un grand maître, lui-même initié. À quoi? Jusqu'au dernier. Nous parlons ici des initiations africaines. D'accord. La proximité de Maïma Type et de Oumiobe permettait à Oumiobe d'achever cette initiation qu'il avait commencé oui. dans l'ordre traditionnel. Malheureusement, donc, la rupture qu'il a opérée avec les Blancs, si on l'a tué froidement, lorsqu'on va chercher, les raisons sont multiples. Entre autres, il y a qu'il ne pouvait plus le contrôler. Et par conséquent, il devait mourir. Alors, on cherche donc les voies pour sortir de ces choses-là.
Il faut déjà prendre conscience. Lorsqu'on est égaré, aussi longtemps qu'on n'a pas pris conscience qu'on est égaré, on va continuer dans l'égarement. Alors, qu'est-ce qui motive ceux qui rentrent dans cela? Je crois que Atangana l'a bien dit. Hein? Il y a des gens si boulimiques qu'ils ne sont jamais rassasiés. Ils détournent, ils corrompent, ils font tous, ils amassent, mais ils ne sont jamais rassasiés. Ce genre de personne ne prendra jamais conscience de ce qu'il est enchaîné dans ce matérialisme. Ce genre de personnes ne contribueront jamais à bâtir ce pays, à construire quelque chose de durable dans ce. Au contraire, ce seront des destructeurs parce qu'ils ne sont que des consommateurs. Tout à fait. Alors, la France a pris donc le temps de nous orienter vers cette voie. Il faut une prise de conscience. Cette prise de conscience commence par qu'est-ce que je veux dire? L'éducation. Aussi longtemps que nous restons attachés au programme scolaire, aux livres que nous impose la France, nous ne saurons jamais qui nous sommes et nous ne prendrons jamais conscience de la réalité qui est la nôtre. C'est pour cela que nous disons, on est en période de pré-campagne électorale. Les votes ici ne doivent plus être affinitaires. Non, pas du tout. On ne doit pas voter quelqu'un parce que c'est tel, parce qu'il est de ma communauté. L'offre politique que le candidat vous présente, nous devons la scruter tous. Quels sont ceux qui veulent la rupture d'avec l'ordre colonial et néocolonial? C'est là le critère de choix. Le choix, d'accord. D'accord, c'est bien dit et proprement dit. Docteur Imagine, moi je sais que... Et l'a critiqué. Vous dites? J'ai dit la scruter et la critiquer vigoureusement. Voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Docteur Imagine, voilà, Opus, l'offre qu'on propose est justement... promet justement la rupture et la souveraineté. Tout à fait. Et c'est bon, comme on a parlé de l'odulatisme qui a un côté spiritualiste, un côté démoniaque. Je préfère le dire comme ça. Et voyez-vous, la rupture exige aussi que les gens sachent qu'ils peuvent sortir de ces choses. Je me souviens encore en 2020, lorsque j'ai créé la première émission de parapsychologie du Cameroun, Un autre monde. Je m'appelais à l'époque Emmanuel Hilo. Le gouverneur Emmanuel Obaneton envoie quelqu'un pour venir me voir parce qu'il en a marre de la Rose-Croix. Est-ce que je peux l'aider? Est-ce que je suis un maître? Je dis, monsieur le gouverneur, vous pouvez sortir de la franc-maçonnerie et je peux vous y aider. Il est sorti. Et c'est vrai qu'il est de regretter mémoire aujourd'hui, mais il n'a pas été frappé par les lois karmiques franc-maçonniques et ainsi de suite. Alors, dans le PURS, Matomba est entouré aujourd'hui des gens qui peuvent mener avec lui le grand combat de la rupture. Celui qui veut sortir de la franc-maçonnerie ou de la Rose-Croix, nous avons les armes nécessaires, comme tous ceux qui veulent avoir une rupture réelle. Dans le PURS, il y a des anti-CFA, il y a les anti-sorciers, il y a les anticorruptions. Bref, nous venons avec une proposition concrète parce que nous sommes un groupe peuple uni rempli du nécessaire pour un changement incisivo-décisif. Incisivo-décisif. Clair. Voilà. Moubitang Yandaga, Pierre-Paul, vous avez donc l'occasion pour conclure l'émission d'élaborer sur les propositions concrètes qui nous permettent de sortir de là, de briser ces chaînes, de nous émanciper, d'entreprendre définitivement le chemin de la construction, la marche vers notre développement, à la rencontre du destin, du réel destin du Cameroun, que nous savons pertinemment grand, immense et au-dessus de toutes les imaginations qu'on peut entrevoir. Bien, alors, premièrement, il faut prendre conscience de cette enveloppe, je peux me dire, cette multiple enveloppe dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, issue du système éducatif, du système religieux, du système économique, venu d'ailleurs
pensée par les autres. La rupture dont nous parlons doit commencer cette prise de conscience qu'on est enveloppé, on est enchaîné. Il faut se désenchaîner, il faut se développer, c'est-à-dire enlever les différentes couches qui ont été superposées sur nous et qui pèsent énormément et qui nous empêchent d'entreprendre un chemin de manière autonome, libre, indépendant. Car si nous ne prenons pas conscience, alors ce sera difficile de pouvoir faire quoi que ce soit. L'élite actuelle, je l'affirme, l'élite actuelle qui s'est totalement encoquinée avec ces néocolons et continue de le faire. Combien de ministres africains, chaque mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, sont obligés de faire des voyages en Occident pour aller faire des rituels dans le temple maçonnique ou rosicrucien et tout cela. Combien? Combien ça coûte en termes d'argent? Combien des chefs d'État donnent comme milliards aux ordres occidentaux? Nous nous souvenons des problèmes, des histoires de ce genre qui ont eu lieu au Cameroun, où des chèques en milliards ont circulé pour remettre dans les ordres initiatiques, qui souvent trompent l'heure et promettent une richesse démoniaque qui finit toujours par pervertir l'homme et à ce qu'il enchaîne la population qu'il va utiliser désormais comme bétail électoral pour assouvir ses instincts animaux qui sont polarisés dans ces différents ordres et tout ça. Quand on a pris conscience, maintenant on opère une révolution. D'abord sur soi-même, en cherchant à ne plus être la même personne. Parce que nous tous, nous avons été enveloppés. Aujourd'hui, nous parlons français. Ce n'est pas notre langue maternelle. Nous avons été enveloppés dedans. Et nous réfléchissons même en français. On ne réfléchit pas en nos langues. Vous voyez que rien que ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. Je ne parlerai pas du reste parce que nous aurons les occasions dans les prochaines émissions, mais nous devons opérer cette révolution, donc revenir à la source et en tenant compte de notre culture, de notre tradition, de notre ressenti par rapport à notre place dans l'environnement cosmique, international, en tenant compte des réalités actuelles, mais en libérant la potentialité que nous avons en nous. Et l'un des chantiers les plus titanesques, c'est la modification totale du système éducatif actuel. Vous avez écouté l'UPCiste, qui n'a fait que vous dire Nyobe avait commencé une initiation dès le bas âge, qui a été interrompue lorsqu'il est entré dans le système éducatif occidental. Mais nous tous, dedans, chacun de nous était en train de suivre et est en train de suivre, même la jeunesse actuelle. Ceux qui sont encore africains sont en train d'initier leurs enfants dès le bas âge. Mais malheureusement, ils sont dans un dilemme. On nous a dit que pour être grand, pour devenir ministre et consort, il faut avoir des doctorats et être professeur. Mais je regrette les mêmes personnes qui nous disent ça. Monsieur Atanganaki est en Occident, peut nous le confirmer ou infirmer. L'un des meilleurs premiers ministres français, qui s'appelait Bérégovoy, mais n'avait que le CAP d'ajusteur. C'est-à-dire que pour appeler, comme chez nous ici on peut appeler un chaudronnier. C'est-à-dire que, vous voyez,
Je dis l'un des meilleurs. On prend tous les premiers ministres qui sont passés. On dit le meilleur, c'était Bérégovoy. Mais aujourd'hui, regardez nos dirigeants. Pour nommer un ministre, il faut d'abord aller voir s'il a le doctorat d'État. On ne cherche pas à savoir s'il est initié à la tradition africaine. Est-ce qu'il est initié? C'est-à-dire qu'on a commencé à réveiller ses facultés qui sont généralement accompagnées par un respect strict des valeurs morales et donc qui ne peuvent jamais nous mener dans des déviances comme l'homosexualité, la rapine ou la destruction de la vie. Ces initiations fondamentales sont antinomiques avec ces antivaleurs que nous connaissons. Or, à l'école occidentale, l'école de Charlemagne, on nous apprend exactement, d'ailleurs regardez ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de modifier les enfants de l'école primaire. Mais des loupards vont donc leur enseigner en classe comment ils doivent faire l'amour, comment l'enfant va faire l'amour. Vous vous rendez compte? Ouais. Donc nous sommes dans un processus où il faut donc non seulement cette rupture, mais une reconversion, un retournement total. Et je peux vous le dire, chers amis, chers téléspectateurs, nous travaillons dessus en ce qui me concerne depuis au moins 45 ans d'un travail profond, réel et qui se matérialise dans ce que vous voyez que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Merci beaucoup, Moubitan Yandaga. C'est sur ces belles propositions, justement, de rupture et c'est qui ouvre la lucarne de l'espoir, parce que finalement, tout n'est pas fatalité, que nous allons vous remercier d'être venus, chacun en ses grades et qualités. Dr Emma Jeans, militant et communicant du peuple uni pour la rénovation sociale, le PURS, Théophile Mbong, qui est donc de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Il est auteur de 5 ouvrages. Il y a ce soir celui que nous vous recommandons particulièrement et qu'a décidé de s'offrir Moubitan Yandaga, intitulé Contentieux historique Cameroun-France, le caractère conflictuel d'une relation séculaire. Il est publié aux éditions Menaï Book. C'est une maison d'édition camerounaise qui est également représentée en Occident. C'est un ouvrage de 148 pages, ou 145, 248 pages que nous vous recommandons particulièrement. Il est préfacé par monsieur Dikoumé. Voilà, Dikoumé Bonjo. C'est des références utiles et c'est un outil didactique qu'il faut absolument s'offrir pour justement participer à mener ce combat. Merci à Moubitan Yandaga Pierre-Paul, qui est homme politique, président de l'Union pour le réveil africain, mais qui est surtout guide spirituel. C'est un panafricaniste convaincu et convaincant. Il a d'ailleurs le panafricanisme, comme j'ai l'habitude de le dire, chevillé au corps et qui transperce et dégouline de son corps, de son âme et de son esprit. Merci à Henri Atangana, analyste politique et géopolitique, pour ses lumières apportées encore à ce débat ce soir. Un débat où nous nous posions justement la question de savoir jusqu'où le joulatisme continue d'influencer la vie politique au Cameroun. Cette réalité ou alors cet joulatisme-là est-il un mythe ou une réalité? La question n'a pas été posée pendant longtemps tellement la réponse allait de soi. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci surtout à l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. José Lundou et Baudelaire Guéné de la rédaction centrale, l'indéboulonnable Fon Moira, cheville ouvrière à la production de cette émission. Roger Liga piloté avec Maestria nos équipes techniques ce soir. Encore merci de nous avoir suivis. J'ai pris le même plaisir à porter la voix de l'ensemble de ces équipes. Restez en compagnie de nos programmes, mesdames et messieurs. Le meilleur de la télévision, c'est ici et nulle part ailleurs. Au revoir. Sera la protection des voix, du vote. Parce que chaque voix compte. Chaque vote compte. Pour ce faire, nous avons lancé une campagne de recrutement massif de représentants dans les bureaux de vote. Parce qu'à ce jour, le Cameroun compte plus de 30 000 bureaux de vote au niveau national et international.
Mais pour cela, nous t'invitons à contribuer pour protéger ton vote. Cette campagne lancée, Kolo, pour protéger le vote, te concerne, me concerne. Protégeons nos voix parce que chaque voix compte. Pour ces élections, allons prendre notre victoire. Protégeons nos voix.